Donc, je remercie Madame Myriam Boussin, qui est directrice de la commande publique pour Angers-Loire Métropole et également membre du comité exécutif du CNA, Conseil national des achats Pays de la Loire, ainsi que son président Didier Salé, qui est présent avec nous aussi ce matin et qui dira quelques mots. Je vous remercie pour libérer de la bande passante, pour ceux qui n'interviennent pas, de couper vos caméras et de couper vos micros. Ce webinaire se déroulera en deux parties. Une première partie de 30 à 35 minutes sur laquelle Mme Boussin nous présentera effectivement les éléments pour pouvoir réussir nos réponses aux appels d'offres publics. Et une deuxième partie uniquement via le chat sur laquelle vous allez pouvoir poser vos questions et sur laquelle nous pourrons vous répondre, Mme Boussin pourra vous répondre. Également, vous informer, comme nous l'avions indiqué dans le courriel d'invitation, cette première partie de présentation est filmée. Vous pourrez retrouver sur notre site le replay de ce webinaire et nous vous adresserons les slides par courriel. Nous adresserons les slides par courriel aux personnes qui sont inscrites. Donc, merci de couper vos caméras et vos micros. Je passe la parole à Didier Salé, donc président du Conseil national des achats Pays de la Loire. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinact. J'aime bien le mot webinact parce que derrière le mot acte, il y a agir, action, à la différence du mot webinaire. Voilà. Quelques mots très courts d'introduction. Dans une relation commerciale classique, vente-achat, c'est le commercial vente qui prend l'initiative à travers des rendez-vous avec l'acheteur, à travers des salons, des stands, à travers des revues spécialisées, à travers des publicités sur les produits et les services qu'il a à vendre aux acheteurs. Et bien nous, aujourd'hui, Conseil national des achats, Chambre professionnelle du Conseil, ArcWest et la CCI, avec qui nous sommes très proches aujourd'hui, on a décidé d'inverser le modèle et de faire en sorte que ce soit les acheteurs qui parlent aux vendeurs. Pour une fois, les acheteurs qui doivent écouter vont devoir s'exprimer. Et c'est ce modèle un peu original et innovant qu'on vous propose aujourd'hui autour d'un sujet crucial que sont les appels d'offres publics. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui peut en parler de manière extrêmement pertinente et professionnelle, c'est Myriam Boussin et je lui laisse la parole. Merci beaucoup Didier. Madame Boussin, je vous en prie. Bonjour à tous. Cette présentation va se passer en deux temps. Donc, la commande publique avec son contexte et ses enjeux, les grandes tendances aujourd'hui et quel intérêt pour les opérateurs économiques de répondre à la commande publique. Et puis le deuxième temps, c'est quelle consultation publique et comment, avec les procédures principales et les étapes et les conseils pour optimiser les chances de réussite pour les opérateurs économiques. Donc justement, quels sont aujourd'hui quel est le contexte au niveau national de ces achats publics et au niveau national? Alors, au niveau national, la commande publique représente un poids important en France, puisqu'en 2019, elle représentait 87,5 milliards d'euros de dépenses de tous les donneurs d'ordre publics, État, collectivités territoriales, établissements publics compris. Et les collectivités territoriales, dont font partie donc la ville d'Angers, Angers-Loire Métropole, représentent 60% de ce volume d'achat. Représente 60%. Et la commande publique, elle est communément présentée effectivement comme un outil stratégique au service de l'emploi, des personnes en difficulté pour revenir dans le travail, de l'innovation, du développement durable notamment. Et du coup, moi quand j'ai commencé à travailler, oui, à Angers. Alors à Angers, le poids n'est pas négligeable et du coup là, ce que je vais vous donner, c'est les chiffres 2019, 2020 ayant été un peu perturbés par la crise Covid.
les chiffres n'étant pas encore complètement consolidés. Donc, du coup, pour 2019, à Angers, le volume d'achat global est de 182,6 millions d'euros, répartis, comme vous voyez dans la colonne de droite, en achats de fournitures, de prestations de services et de travaux. Nous avons passé 768 marchés à Angers durant l'année 2019 et 67% du volume d'achat a bénéficié à des entreprises de la région. Il faut rajouter à ce volume d'achat celui qui est réalisé par notre mandataire. La ville d'Angers ALM donne mandat à la SPL, Société publique locale, Alter, Anjou-Loire Territoire, qui a mis en œuvre en 2019 86,74 millions d'euros d'achats, dont 68 millions de travaux. Et alors, quand on a commencé à travailler, c'est vrai que achat public, on pense spontanément à appel d'offres public, on pense spontanément au BTP, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres familles. Non, bien sûr. On a tout ce que peut connaître une entreprise dans les achats de moyens généraux, nettoyage de locaux, reprographie, déménagement, surveillance, fourniture de bureaux, vêtements, etc. On a évidemment toutes les grosses opérations de bâtiments, d'infrastructures et d'aménagement urbain. On a toutes les maintenances possibles et inimaginables, en passant de la maintenance des infrastructures, des bâtiments aux maintenances informatiques, les matériaux de construction, les modulaires, les véhicules, les denrées alimentaires, les traiteurs, enfin et j'en passe. On organise aussi des événements sportifs et culturels avec des marchés publics. Le marché public est l'outil d'achat d'une collectivité publique. Et en cette période particulière, effectivement, où on est sur des situations qui peuvent être compliquées, comment les appels d'offres publics peuvent contribuer à dynamiser, activer la relance? Alors moi, je vois trois axes d'une politique d'achat public au service du plan de relance et qui sont mis en œuvre à Angers. Le maire-président nous demande de renforcer effectivement la dimension économique de l'achat à travers des outils de planification, l'utilisation du sourcing, du benchmark, l'élargissement de la négociation, et puis la possibilité de négocier aussi en cours d'exécution pour entamer des démarches de progrès et des clauses de réexamen. Et puis, c'est aussi permettre aux PME, PMI locales d'accéder à la commande publique angevine. Donc là, on parle de simplification des procédures. J'en parlerai tout à l'heure avec la simplification pour déposer les candidatures. Le principe du dites-nous-le une fois, c'est-à-dire qu'un candidat qui candidate pour la deuxième ou troisième fois à Angers peut très bien dire dans son offre qu'il a déjà remis tel et tel renseignement dans un appel d'offres précédent et que l'acheteur est invité à aller chercher ces documents. On dialogue avec les entreprises également dans des matinales, les matinales de la CPME par exemple, on organise avec eux. Et puis ce qui est important, c'est qu'on a amélioré nos délais de paiement et aujourd'hui à Angers, notre délai moyen de paiement est à 19 jours. Et puis l'intégration du développement durable, bien sûr, ça fait partie du plan de relance du gouvernement. Et aujourd'hui, à Angers, les assises de la transition écologique sont en cours, s'achèvent fin mars 2021, et il y a évidemment un chantier commande publique. On sait déjà qu'en 2019, 19% des marchés intégraient une clause d'insertion professionnelle, à peu près 30% des marchés comportaient une clause environnementale. Et effectivement, on travaille aujourd'hui sur l'économie circulaire dans la commande publique notamment. Et donc là, c'est bien, vous parlez effectivement de PME, PMI. Quels sont les intérêts pour les entreprises de pouvoir répondre à ces appels d'offres? Alors, répondre à une consultation publique pour une entreprise, c'est évidemment élargir son champ d'action au-delà du secteur privé. C'est développer son activité, son chiffre d'affaires, c'est sa notoriété, sa carte de visite auprès d'un acheteur public. Les acheteurs publics sont en réseau et parlent beaucoup entre eux. Et du coup, une entreprise qui a intégré une collectivité publique avec réussite et qui a donné satisfaction dans l'exécution, ça se sait dans le milieu d'achat public. La commande publique apporte la garantie de la transparence de la procédure. On écrit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a écrit. L'annonce des critères de choix des offres, avec des critères objectifs,
qu'on annonce à l'avance, une égalité de traitement entre les candidats au moment de l'analyse, et puis le versement d'avance aussi, qui a été porté à 10% récemment dans le cadre du plan de relance pour les PME, et puis un règlement dans un délai maximum de 30 jours imposé par la loi. Je vous disais qu'en G, on est à 19 jours en délai moyen aujourd'hui. Et alors, quel est un petit peu ce cadre juridique quand effectivement on n'est pas dans le domaine public, dans la sphère publique, puisque là on s'adresse effectivement à des entreprises, des PME, PMI ou TPE qui connaissent peut-être pas bien. Oui. Alors on a deux grands types de procédures et puis des procédures un peu dérogatoires. Donc les deux grands types, c'est la procédure formalisée ou la procédure adaptée. Et ça, c'est en fonction de la valeur estimée du besoin. C'est important de bien travailler en amont pour l'acheteur, donc de bien analyser le besoin et de l'estimer, puisque c'est ça qui va déterminer la procédure à mettre en œuvre. Donc si par exemple la valeur est égale au seuil que vous voyez dans la diapo, c'est les seuils européens, eh bien le marché public doit respecter une procédure formalisée. Il y a deux types de procédures formalisées. Il y a la procédure formalisée par défaut, celle que vous voyez le plus souvent, c'est l'appel d'offres, qu'il soit ouvert ou restreint. Et puis celles qui sont un petit peu moins utilisées, mais quand même existantes dans le monde de l'achat public et qui se développent, c'est la procédure avec négociation et le dialogue compétitif, qui permettent un dialogue plus large avec les entreprises pendant la consultation. Et puis en dessous de la valeur des seuils que vous voyez dans ce tableau, eh bien c'est ce qu'on appelle une procédure adaptée, un MAPA, une procédure qui a été adaptée par chaque personne publique dans le respect des grands principes de la commande publique, qui sont la liberté d'accès, l'égalité de traitement et la transparence. À Angers, par exemple, on a écrit que pour nos MAPA, nous devions, par exemple, donner un minimum de 22 jours de réponse aux entreprises dès lors qu'on lance un MAPA, et on a choisi nos supports de publicité. Chaque personne publique détermine sa procédure adaptée. Et puis, on a, sur la diapo suivante, quelques exemptions, et notamment des exemptions qui concernent la publicité et la mise en concurrence. Les acheteurs publics ne sont pas tenus de faire une publicité et une mise en concurrence dans quelques cas très limitativement énumérés, et j'en ai donné quelques-uns ici. L'important pour vous, je pense, c'est de savoir qu'on n'est pas obligé en tant qu'acheteur public de faire de la publicité et de mettre en concurrence lorsque le besoin est estimé à moins de 40 000 € hors taxe. Et avec le plan de relance, pour les marchés de travaux, le gouvernement a porté ce seuil jusqu'au 31 décembre 2022 à 100 000 € hors taxe. On pourrait donc passer des marchés de travaux sans pub ni mise en concurrence jusqu'à 100 000 € hors taxe jusqu'au 31 décembre. En revanche, moi, ce que je dis là, c'est que les acheteurs ont quand même l'habitude d'acheter, entre guillemets, en bon père de famille, qu'on soit dans le privé ou dans le public. Et dans le public, on manipule des deniers publics, donc c'est important. Et qu'on a quand même une pratique de demande dans le sourcing, de demande de prix à des concurrents pour éviter le clientélisme qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans dans les marchés publics. Où est-ce qu'ils sont publiés, ces appels d'offres? Alors, les appels d'offres, ils sont publiés, ça dépend des seuils, mais ils sont publiés majoritairement dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics, ce qu'on appelle le BONP. Ils sont publiés dans le JOUE, Journal officiel de l'Union européenne, quand on est au-delà du seuil européen qui figurait dans les tableaux précédents. Et puis, à Angers, on publie nos annonces sur centraldesmarchés.com qui correspondent à des journaux locaux comme le Ouest France ou le Courrier de l'Ouest. Et puis, bien entendu, tout utilisateur peut retrouver l'annonce sur la plateforme de dématérialisation de l'acheteur qui s'appelle le profil d'acheteur. Et je vous ai mis l'adresse du profil d'acheteur d'Angers sur cette diapo. Et donc là, c'est où est-ce qu'on va pouvoir le trouver, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur justement de ce dossier? Alors, dans ce qu'on dépose sur notre plateforme de démat, vous trouverez le dossier de consultation des entreprises, qu'on appelle le DCE, qui est composé du règlement de consultation, c'est les règles du jeu en fait. On y trouve toute la liste des pièces que vous devez remettre, tous les critères de jugement avec les critères et les sous-critères et leur pondération pour l'analyse.
Et puis, vous trouverez ensuite tout un tas de pièces qui vont constituer le futur contrat avec le futur attributaire du marché. C'est l'acte d'engagement, c'est le CCAP. Le CCAP, c'est le cahier des clauses administratives particulières dans lequel vous devez trouver tous les délais, tout ce qui concerne les clauses de revoyure, tout ce qui concerne la variation des prix, tout ce qui concerne les pénalités éventuelles. C'est les règles du jeu de l'exécution du marché. Le CCTP, c'est évidemment un cahier des charges dans lequel vous allez trouver le besoin technique, soit exprimé sous forme fonctionnelle, c'est-à-dire quelles fonctionnalités doivent remplir les offres qu'on attend, et ou alors des cahiers des charges beaucoup plus détaillés, qu'on appelle des CCTP, des cahiers des charges techniques, où vous allez trouver la norme applicable, le type de peinture souhaité, etc., et qui est beaucoup plus détaillé. On a deux types de cahiers des charges. Et puis les pièces relatives au prix, bien entendu. En fonction de la nature du prix, vous allez avoir soit des bordereaux de prix unitaires, qui peuvent être assortis d'un DQE pour comparer les offres à égalité. On ne compare pas les choux et les carottes entre les offres. Ou alors la décomposition d'un prix global et forfaitaire quand on est par exemple en marché de travaux. Et puis le cadre de mémoire technique est important, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis des plans, des photos, des rapports d'expertise, tout ce qui aide l'entreprise à comprendre le besoin de l'acheteur public. Et donc, vous décidez de passer à l'appel d'offres, vous le publiez, donc vous venez nous expliquer avec les ressources que vous retrouverez sur le PowerPoint avec les liens. Vous nous expliquez le dossier, mais une fois effectivement que tout ça est fait et que ça arrive chez vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'acheteur public va d'abord donc recueillir les offres sur la plateforme de démat, puisqu'on est dans la dématérialisation aujourd'hui, sur le profil d'acheteur. Il va éliminer les plis qui ont été reçus hors délai, avec ce qui a été apporté il y a quelque temps sur le fait que quand vous commencez à télécharger une offre et qu'il y a un incident technique, mais si vous avez commencé à l'ouvrir avant la date limite et l'heure limite, et que vous avez déposé une copie de sauvegarde papier dans les temps, c'est la copie de sauvegarde papier qui va être ouverte si le téléchargement ne s'est pas passé correctement dans les temps. Donc c'est important que vous sachiez que la copie de sauvegarde peut être utile dans nos appels d'offres. On vérifie que les candidatures sont complètes et sont complétées conformément aux exigences du règlement. On étudie la forme des candidatures. Et puis après, le fond des candidatures, c'est-à-dire qu'on s'assure que le candidat, il a la capacité et l'aptitude pour répondre à notre besoin. Et du coup, on élimine, si on est en procédure restreinte, les candidatures qui ne sont pas recevables au titre des critères annoncés dans le règlement, et on informe les candidats dont la candidature est rejetée. Et effectivement, en procédure restreinte, on continue seulement avec un nombre restreint la procédure. On vérifie que les offres sont recevables, qu'elles sont régulières, c'est-à-dire qu'elles répondent en tout point à notre cahier des charges. Ce qui est nouveau depuis 2016 pour les MAPA, pas pour les MAPA, pour les appels d'offres comme pour les MAPA, c'est que l'acheteur peut demander la régularisation de l'offre quand il voit qu'il y a une irrégularité. Dans certaines limites, évidemment. Si on n'a pas du tout de mémoire technique, par exemple, on ne va pas aller chercher en mémoire technique, en régularisation. Ça veut dire qu'en fait, s'il n'y a pas de mémoire technique, on n'a pas d'offre technique et on n'a pas le droit de remettre une nouvelle offre après la date limite. Donc, c'est important, la régularisation a ses limites, mais c'est quand même important pour régulariser des points de détail ou des choses qui sont importantes pour l'acheteur et pour l'entreprise. Et puis, on détecte les offres anormalement basses. Important, les offres anormalement basses, avec une obligation du code d'interroger les entreprises quand l'offre est suspectée d'être anormalement basse, pour éviter le dumping de certaines entreprises. Et du coup, nous, on utilise, notamment pour les travaux, la formule de la FFB sur la moyenne des offres. Ensuite, on neutralise les offres qui sont au-dessus de 20% de la moyenne, et on refait une nouvelle moyenne. Et entre celles qui se situent à plus de 15% en dessous de la nouvelle moyenne, elles sont suspectées d'être anormalement basses, et on va interroger le candidat pour qu'il détaille et qu'il donne les explications de son prix. Et si les explications ne sont pas correctes ou suffisantes, l'acheteur écarte l'offre pour une offre anormalement basse. Donc, on classe les offres recevables sur la base des critères et sous-critères. Sur le prix, c'est important de vous dire que
parfois en analyse de prix sur un DQE, comme je disais tout à l'heure, mais parfois sur des simulations de commandes, sur des chantiers types, par exemple sur des marchés de maintenance très très larges. On prend un chantier type de maintenance, par exemple pour les bâtiments, et on étudie ce que l'offre donne avec cette simulation. On mène les négociations lorsqu'elles sont prévues, on reclasse les offres après les négociations, et puis enfin, il y a un choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Alors attention, l'offre économiquement la plus avantageuse, ce n'est pas celle dont le prix est le plus bas, c'est celle qui répond de la meilleure manière qui soit et qui obtient la meilleure note sur tous les critères qui sont annoncés dans le règlement. Le choix, c'est un choix multicritère. Et puis, on s'assure après auprès du candidat pressenti qu'il est dans une situation correcte et qu'il n'est pas dans une situation d'interdiction de soumissionner, par exemple. On informe toujours les candidats dont l'offre n'est pas retenue. Et on donne toujours les motifs de rejet dans un courrier. Ça, c'est important, c'est différent par rapport au privé. On doit justifier le rejet de l'offre ou le classement en position 2, 3, 4, 5, 6 et le pourquoi. Ensuite, on fait signer électroniquement l'acte d'engagement au candidat qui a été retenu. Donc, en fait, à Angers, on a décidé de ne faire signer électroniquement que l'acte d'engagement qu'au futur titulaire du marché. On n'exige pas la signature électronique au moment du dépôt de l'offre, seulement à l'attributaire. Puis ensuite, il y a il y a le contrôle de légalité, on notifie le marché au titulaire, on publie un avis d'attribution et le marché commence à s'exécuter. Quels sont les conseils, les petits trucs que vous pourriez donner pour qu'une entreprise optimise toutes ses chances de réussite sur une réponse à un appel d'offres? Alors d'abord, j'aurais tendance à dire, évidemment, mais ça les entreprises elles sont habituées maintenant, c'est d'effectuer une veille pertinente pour trouver les appels d'offres publics qui vont les intéresser. Alors il y a des organismes pour ça, effectivement, qui font des veilles, dont la CCI pour le compte des entreprises. Ensuite, une fois que vous avez fait une veille pertinente, vous allez recevoir donc tous les avis qui correspondent à votre secteur d'activité, par exemple. C'est d'effectuer la sélection de celles qui vont être susceptibles de vous intéresser pour les gagner, entre guillemets, des marchés gagnables. Et pour ça, je vous invite à lire l'annonce et le règlement de consultation, et puis évidemment le cahier des charges techniques pour voir si le lieu d'exécution est compatible pour vous, si la durée vous convient, si l'allotissement, vous pouvez vous inscrire dedans, si vous repérez des contraintes particulières auxquelles vous ne pouvez pas répondre, type qualification requise, chiffre d'affaires minimal ou plafond, si les critères de choix et les pondérations vous font penser que vous n'êtes pas sur une consultation que vous pourriez gagner, si vous vouliez présenter des solutions innovantes dans des variantes et que les variantes ne sont pas autorisées, et puis la date limite de dépôt des dossiers, voir si vous êtes en capacité de répondre dans les temps. Donc il y a plein de points qui vont vous permettre dans le dossier de sélectionner ce qui est pertinent pour vous et pour avoir toutes les chances de gagner les marchés. Parce que malgré tout, je vous ai expliqué les règles, c'est très transparent, mais c'est plus compliqué, oui, de répondre à un appel d'offres public que de répondre dans le privé. Ça demande du temps, ça demande effectivement de faire un planning pour répondre, pour préparer la réponse. Vous faites une liste des éléments à fournir et vous fixez un planning pour préparer la réponse. Et puis, quand vous vous inscrivez sur la plateforme d'acheteur, laissez-y une adresse mail régulièrement consultée, parce que c'est sur cette adresse mail que vous allez recevoir toutes les réponses aux questions pendant la consultation, y compris les réponses aux questions que vous n'aurez pas posées et que vos concurrents auront posées. Et dès qu'il y aura une modification du dossier de consultation, c'est sur cette adresse mail que vous serez averti. Donc c'est important que l'adresse mail que vous laissez soit régulièrement consultée. Quand vous préparez votre candidature, vous pouvez très bien avoir des documents qui sont redondants à chaque fois que vous répondez à un appel d'offres. Par exemple, les moyens techniques généraux de votre entreprise, les moyens humains, les effectifs. Et du coup, vous pouvez très bien préparer un dossier type de candidature que vous adaptez à la consultation, mais ça vous fait gagner du temps d'avoir votre dossier de candidature type.
Je vous invite aussi à regarder en fonction du besoin que vous avez tout de suite identifié, si vous allez avoir besoin de mutualiser des compétences ou des références pour répondre et d'aller chercher des partenaires pour faire un groupement d'entreprises pour répondre aux besoins. Je vous invite aussi à vous munir sans tarder d'un certificat de signature électronique de type PADES, puisque le type PADES, c'est celui qui permet d'apposer la signature de l'entreprise et la signature de la personne publique sur un même document. Sinon, en termes d'études du DCE, évidemment, dans l'étude du DCE, la bonne étude du DCE va vous permettre, du dossier de consultation, va conditionner la qualité de votre réponse. Regardez les exigences dans le règlement sur la formulation de la réponse. Mettez en avant vos capacités et vos compétences. Répondez exactement aux besoins exprimés. N'oubliez pas de répondre à certains éléments et ne proposez pas des choses si vous n'y êtes pas autorisé. Et n'hésitez pas à poser des questions sur le profil d'acheteur, à demander toute précision sur la plateforme de DMAT. Vous aurez une réponse de l'acheteur. Je vous conseille aussi de vérifier dans le règlement si la réponse technique doit être obligatoirement sur un cadre de réponse prédéterminé, un cadre de mémoire technique. C'est important. Ce mémoire technique, c'est vraiment le document à soigner dans la réponse. Si vous voulez faire la différence face à une entreprise concurrente, par exemple, avec un tarif plus bas, et donc ce que je vous invite aussi, c'est de proposer d'emblée un juste prix. Les attendus de l'acheteur public, c'est des réponses qui sont précises et adaptées au cahier des charges. Pas de copier-coller de réponses standards, ça ne marche pas. Même si le dossier est épais comme ça, c'est pas au poids, hein, c'est à la qualité de la réponse. Donc, pas de copier-coller de réponses standards, ni de roi en fleuve. Adaptez la réponse précisément à ce que vous avez pu comprendre du cahier des charges. On attend dans une ordre des éléments objectifs et concrets pour pouvoir analyser entre elles, sur le plan notamment de la valeur technique. Et puis, valoriser vos actions, vos réalisations en fonction des critères annoncés et qui pourraient contribuer à faire la différence avec d'autres offres concurrentes. Et puis, selon les cas, on vous demandera peut-être aussi une approche en coût et en bénéfice global. Même si on ne vous le demande pas, c'est toujours apprécié que l'entreprise puisse faire cette approche-là. C'est un plus dans une réponse pour l'acheteur public. Voilà les quelques conseils que je pouvais donner par rapport à l'optimisation des chances de réussite. Alors, évidemment, on ne gagne pas à tous les coups, mais si on soigne bien sa réponse, et on a quand même des chances de gagner, à condition d'avoir bien repéré en amont si cette consultation elle rentre dans vos cordes et si vous êtes en capacité de passer le temps nécessaire pour y répondre et que vous avez toutes les compétences, les qualifications requises par rapport à la demande du cahier des charges. On synthèse deux, trois idées ou deux, trois vraiment choses à retenir. Alors, deux, trois choses à retenir. Deux, trois éléments. Dans ce que je viens de donner comme conseil, alors le mémoire technique, document à soigner, ça c'est important. Même si vous n'avez pas de cadre prédéterminé par l'acheteur public, ce mémoire technique, il doit épouser les demandes de l'acheteur dans son cahier des charges. N'hésitez pas à interpeller l'acheteur. N'hésitez pas à vous faire connaître par les acheteurs publics. Vous savez qu'aujourd'hui, les acheteurs publics développent des outils de sourcing, vont plus vers les entreprises qu'il y a une dizaine d'années, parce que les évolutions du code de la commande publique sont dans un sens plus économique. Et effectivement, pour mieux écrire notre besoin et ne pas tomber à côté du monde économique dans nos cahiers des charges, nous avons besoin de communiquer avec les entreprises en amont pour connaître ce qu'elles sont capables de faire, ce qu'on peut leur demander ou pas. Est-ce que, par exemple, quand je parle d'économie circulaire, c'est pas mettre de l'économie circulaire systématiquement dans tous les marchés, ça n'a pas de sens. Ça n'aura de sens que si on a dialogué en amont avec les entreprises pour savoir si
sur l'économie circulaire, il y a eu des avancées dans leur domaine d'activité. Voilà, donc ce qui est important, effectivement, c'est le dialogue avec les entreprises. Le bilan, je dirais, d'exécution d'un marché, et ce sur quoi, acheteur public comme acheteur privé, je pense, on passe peut-être pas assez de temps, c'est de faire le bilan d'exécution d'un marché public pour éviter de reproduire des erreurs qu'on a fait dans les cahiers des charges antérieurs. Du coup, ça, c'est un conseil pour l'acheteur public, mais c'est aussi le dialogue avec l'entreprise pendant toute l'exécution du marché, les démarches de progrès qui nous permettent effectivement de faire avancer ensemble nos cahiers des charges dans le sens de l'évolution économique des secteurs d'activité auxquels s'adressent nos appels d'offres. Merci beaucoup pour vos éléments. Pour aller plus loin, effectivement, donc sur le développement commercial, on a les autodiagnostics avec le baromètre de la maîtrise par le CPC, ArcWest, et puis également un petit flash diag commercial que vous retrouvez sur notre site. Plus spécifiquement par rapport aux appels d'offres publics, il y a une formation qui vous est proposée. Il y a deux modules possibles. Une première date en mars et une autre au mois d'octobre prochain. Et là, on est sur une formation réussir la réponse à un appel d'offres dématérialisé. Également, Madame Poussin, vous le précisiez, effectivement, il est très important d'être en veille. Alors, nous, pour être un petit peu plus précis, dans le cadre de l'accompagnement qu'on peut faire auprès des entreprises, nous n'allons pas faire la veille pour le compte de l'entreprise, mais par contre, on va l'aider à structurer, à automatiser sa veille, avoir les bons outils en interne pour être autonome et pouvoir effectivement surveiller les appels d'offres. Et puis, effectivement, en fonction de vos besoins, ça peut être aussi surveiller vos concurrents, vos marchés. Mais là, puisqu'on est spécifiquement sur le volet appel d'offres, on peut vous aider à organiser et mettre en place en interne. Donc, deux possibilités, soit dans le cadre d'une formation qui est proposée en distanciel. Donc, on est sur 2 jours et on aura une première session possible en mars ou éventuellement participation à une seconde session qui aura lieu et démarrera en octobre. Également, on peut intervenir d'une façon complètement individuelle au sein de votre entreprise, directement avec vos équipes. Notez bien la date, puisqu'on aura la chance d'accueillir, alors effectivement c'était prévu un petit peu plus tôt, mais Covid oblige, je crois que vous avez dû repousser la date. On a la chance d'avoir le Forum des achats publics, organisé donc par le Conseil national des achats, qui se tiendra à Angers. Merci d'avoir réussi à l'organiser chez nous le 14 octobre prochain. Et puis enfin, notre prochain Webinact, améliorer votre efficacité commerciale avec le management visuel, aura lieu le 19 mars prochain. Les contacts au sein de la CCI, au sein d'ArcWest, et puis également au sein du CNA. Donc vous avez les coordonnées de la personne qui est permanente au sein du conseil. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on est à votre disposition pour aller un petit peu plus loin par rapport à vos besoins. On est à votre disposition et on va reprendre le fil du chat pour voir s'il y a